Bonjour à tous. Si vous aimez les plantes d'intérieur, que vous rêviez de plates-bandes plus fournies, que vous cultiviez dans un petit jardin de derrière, sur un balcon, ou même dans une terre lourde et tenace qui ne semble jamais s'améliorer, alors ceci est pour vous. Peut-être avez-vous acheté sac après sac de terreau de qualité supérieure, en espérant que cette saison serait enfin la bonne. Peut-être avez-vous vu vos plantes démarrer en force, puis ralentir, s'étioler et réclamer plus d'engrais, plus d'argent et plus d'efforts juste pour survivre. Il y a quelques années, j'ai fait exactement la même chose. J'ai dépensé des centaines d'euros dans de magnifiques sacs de terreau pour bacs surélevés. J'ai rempli mes nouveaux bacs et j'étais fier de l'aspect propre et parfait de l'ensemble. Mais cette fierté n'a pas duré. Dès la deuxième année, ce terreau coûteux s'était tassé, desséché et était devenu sans vie. Mes tomates peinaient, mes bacs semblaient vides. Et j'ai réalisé que j'avais commis l'une des plus grandes erreurs qu'un jardinier puisse faire. J'achetais quelque chose qui avait l'air riche au lieu de construire quelque chose de véritablement vivant. Et cela change tout. Car la vraie terre n'est pas seulement quelque chose avec lequel on remplit un bac, c'est un système vivant. Je vais vous montrer comment arrêter de gaspiller de l'argent dans de la terre morte et commencer à créer un sol profond, fertile et vivant de manière naturelle. Si c'est le genre de jardin dont vous avez envie, plongeons dans le vif du sujet. Avant de parler de la manière de construire un sol véritablement sain, nous devons dissiper l'un des plus grands malentendus du jardinage moderne. Beaucoup de gens croient que si un sac indique « terreau pour bac surélevé » ou « mélange de jardin de première qualité », alors il doit s'agir de la base idéale pour des plantes vigoureuses et productives. Mais la vérité est que la plupart des terreaux en sac sont conçus pour être vendus rapidement, empilés haut et déplacés facilement, et non pour fonctionner comme la terre vivante dont vos plantes ont réellement besoin. La véritable couche arable n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. La nature met des années, voire des siècles, à la construire. Elle se forme lentement par la décomposition des feuilles, des racines, des minéraux, des champignons, des microbes, de l'humidité et du temps. Ce sol riche, sombre et grumeleux dont nous rêvons tous est le résultat d'un processus vivant. Alors, quand nous voyons de la terre vendue comme un produit de consommation rapide, nous devrions marquer une pause et poser une question simple. Que payons-nous réellement? Dans de nombreux cas, nous payons pour un mélange de déchets de bois, de matières à base de tourbe, de perlite, de sable et de matériaux partiellement décomposés, qui peuvent sembler meubles au premier abord, mais qui ne se comportent pas comme un sol vivant et mature. L'un des plus gros problèmes est que ces mélanges contiennent souvent trop de matières ligneuses non décomposées. Et quand cela arrive, les microbes commencent à puiser l'azote de l'environnement environnant juste pour les décomposer. Cela signifie qu'au lieu de nourrir vos légumes, votre sol commence à rivaliser avec eux. Vos plantes ont l'air affamées, pâles et lentes, et vous finissez par recourir à l'engrais encore et encore, juste pour les maintenir en vie. Et il y a un autre problème dont les jardiniers ne parlent pas assez. Une fois que ces sacs sont transformés, scellés, empilés et stockés, une grande partie de la vie biologique qui donne sa valeur au sol est soit réduite, soit complètement absente. Ainsi, ce que vous ramenez à la maison peut remplir un bac, mais cela ne crée pas un écosystème. Cela vous donne du volume, pas de la vitalité. Et une fois que cette illusion se dissipe, vous vous retrouvez avec des bacs qui s'affaissent, des plantes fatiguées et le sentiment de devoir continuer à dépenser pour sortir du problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une meilleure voie, et les jardiniers la connaissent depuis très longtemps. Si le terreau en sac n'est pas la réponse, alors comment démarrer un jardin productif? Surtout si votre sol est compacté, herbeux
ou dure comme de la brique. C'est ici que nous pouvons apprendre de l'une des plus intelligentes traditions de jardinage du passé. Bien avant que les magasins modernes ne transforment le jardinage en une habitude d'achat, les gens faisaient pousser de la nourriture en abondance, en construisant un sol à partir de tout ce que la nature et le foyer fournissaient déjà. Ils n'attendaient pas d'avoir un terrain parfait. Ils le créaient. L'une des méthodes les plus pratiques est souvent appelée compostage en surface ou, plus simplement, jardinage en lasagne. Et cela fonctionne parce que cela ne combat pas la terre en dessous, cela travaille avec elle. Au lieu de tout retourner, d'apporter de la terre et d'essayer de remplacer ce qui est là, vous commencez par couvrir la surface et par construire une nouvelle vie par-dessus. C'est un changement de mentalité tellement important. Vous n'essayez plus de forcer le sol à devenir autre chose du jour au lendemain. Vous créez les conditions pour que la vie s'y installe et fasse le travail pour vous. La première étape est simple. Posez du carton brun ordinaire sur l'herbe ou les mauvaises herbes, en veillant à ce que les morceaux se chevauchent pour que la lumière ne puisse pas passer. Ensuite, arrosez-le bien. Cette couche aide à étouffer la croissance indésirable, mais plus encore, elle lance l'invitation. Le carton humide devient de la nourriture pour les vers de terre et les organismes du sol en dessous. Ils commencent à remonter de la terre d'origine, se nourrissant, creusant des tunnels et reliant l'ancien sol à la nouvelle couche que vous construisez. Vient ensuite la partie qui change tout. Vous commencez à superposer vos matériaux comme vous construiriez un tas de compost directement sur place. Une couche de feuilles mortes, de paille ou d'autres matières riches en carbone. Puis, une couche de restes de cuisine, de tonte de pelouse fraîche ou d'autres matières vertes riches en azote. Puis, une autre couche de brun, puis de vert à nouveau. Arrosez chaque couche au fur et à mesure et laissez l'ensemble de la plate-bande se stabiliser en un système humide et équilibré. Avec le temps, ces couches commencent à s'amollir, à s'affaisser et à se transformer en un espace de culture profond et riche, plein d'activités biologiques. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle change complètement votre vision de ce qu'on appelle les déchets. Les feuilles d'automne ne sont plus un désordre. Les tontes de pelouse ne sont plus quelque chose à jeter. Même le simple carton devient une partie du cycle de culture. Petit à petit, vous arrêtez d'acheter de la fertilité et vous commencez à la construire. Une fois que vous avez créé cette couche de surface vivante, la question suivante devient tout aussi importante. Comment la protéger sans détruire tous les progrès que vous avez accomplis? C'est là que de nombreux jardiniers anéantissent accidentellement leur propre succès. Ils finissent par obtenir un sol meuble, riche et actif, puis, la saison suivante, ils le creusent, le retournent, le morcellent et exposent tout ce qui travaillait tranquillement sous la surface. On nous a enseigné que bêcher signifie prendre soin, que plus nous perturbons le sol, plus le jardin sera productif. Mais, en réalité, un sol sain n'est pas amélioré par une perturbation constante. Il est amélioré par la stabilité. Le jardinage sans bêchage est puissant, parce qu'il respecte la structure que la nature est déjà en train de construire pour vous. Sous la surface, les champignons relient les particules de sol. Les vers y creusent des tunnels. Les microbes font circuler les nutriments à travers chaque couche. L'humidité est retenue de manière plus uniforme. Lorsque vous labourez ou creusez profondément, vous interrompez tout ce système. Vous brisez les réseaux fongiques, exposés à la lumière des graines de mauvaises herbes enfouies, et desséchez la structure naturelle qui permet aux racines de se déplacer facilement et de respirer. C'est pourquoi certains des jardins les plus productifs au monde sont entretenus avec une approche étonnamment douce. Au lieu de retourner la terre à chaque saison, vous nourrissez simplement la surface.
Une couche de compost frais étalée sur la surface suffit souvent à maintenir le système dans la bonne direction. La pluie entraîne les nutriments vers le bas. Les vers entraînent la matière organique plus profondément. Le sol devient plus aéré, plus résilient et plus facile à gérer d'année en année. Et la beauté de cette méthode ne réside pas seulement dans la récolte. Elle réside dans le calme que procure le jardinage. Vous passez moins de temps à lutter contre les mauvaises herbes, moins de temps à traîner des outils, et moins de temps à vous épuiser à essayer de contrôler chaque centimètre de la planche de culture. Le jardin commence à sembler plus équilibré, plus indulgent et plus vivant. Vous commencez à comprendre qu'un bon sol n'est pas quelque chose que l'on conquiert. C'est quelque chose que l'on soutient. Une fois que vous avez constaté cela, vous êtes mieux prêt pour l'étape suivante, car ce même principe de renouvellement peut également redonner vie à un terreau vieux et épuisé. Et cela nous amène à une question que tant de jardiniers se posent une fois la saison de culture terminée. Qu'en est-il des contenants? Qu'en est-il de tout ce vieux terreau qui reste dans des pots fatigués sur la terrasse, le porche ou le balcon? Faut-il vraiment tout vider et recommencer chaque année? Dans la plupart des cas, absolument pas. Le vieux terreau n'est pas inutile. Il est simplement épuisé. Il a perdu sa structure, ses poches d'air, et a abandonné une grande partie de la nutrition et de la vie qui aidaient autrefois vos plantes à s'épanouir. Mais cela ne signifie pas que son histoire est terminée. Avec le temps, les mélanges de terreau se tassent et se décomposent naturellement. Ce qui semblait autrefois léger et aéré devient dense, compacté et un peu sans vie. Vous remarquerez peut-être même que le niveau de terre descend de plus en plus bas dans le pot, ou qu'une croûte pâle se forme à la surface à cause de l'accumulation de minéraux et des arrosages répétés. C'est normal. L'erreur est de penser que cette terre fatiguée doit être jetée, alors qu'en réalité, elle peut souvent être régénérée en quelques étapes simples. Commencez par vider vos vieux contenants dans un grand bac, une brouette ou tout espace où vous pouvez travailler le mélange confortablement. Retirez les vieilles mottes de racines. Secouez-les pour récupérer la terre que vous pouvez sauver et enlevez les gros amas qui ne se sont pas bien décomposés. S'il y a une croûte de sel ou de matériaux durs sur le dessus, grattez-la également. Ce que vous voulez maintenant, c'est une base propre, prête à respirer de nouveau. Pour redonner vie à ce mélange, vous devez restaurer deux choses à la fois, la structure et la biologie. S'il semble dense ou lourd, incorporez des matériaux frais comme de la fibre de coco ou de la perlite pour l'alléger et améliorer le drainage. Vient ensuite la partie la plus importante, y ramener la vie. Une quantité généreuse de compost ou de lombricompost peut totalement changer l'énergie de ce sol. Soudain, il ne se contente plus de maintenir les racines en place. Il les nourrit à nouveau. Et si vous voulez pousser cette récupération encore plus loin, vous pouvez humidifier le mélange avec un mélange dilué d'algues liquides et d'un peu de mélasse. Cette combinaison simple aide à réveiller la vie microbienne et donne aux organismes bénéfiques une raison de se multiplier. En un temps étonnamment court, ce terreau terne et usé recommence à paraître riche, souple et utilisable. Et une fois que vous commencez à réutiliser la terre de cette manière, vous cessez de voir les contenants comme une dépense constante. Vous commencez à les voir comme faisant partie d'un cycle vivant. Ce même changement de perspective devient encore plus puissant lorsque l'on s'intéresse à l'un des cadeaux les plus méconnus que la nature dépose à nos pieds chaque automne. Chaque année, au fil des saisons, quelque chose de remarquable se produit dans tous les quartiers. Les arbres offrent un cadeau immense, et la plupart des gens le traitent comme un problème. Ils ratissent les feuilles en tas, les fourrent dans des sacs en plastique, les traînent sur le trottoir, puis sortent plus tard dépenser de l'argent pour du paillis, du compost ou de l'engrais. Une fois que l'on comprend vraiment le sol,
Ce cycle devient difficile à regarder, car les feuilles mortes ne sont pas des déchets. Elles sont l'un des matériaux de construction du sol les plus précieux auxquels vous n'aurez jamais accès. Caché à l'intérieur d'un tas de vieilles feuilles se trouve le début de quelque chose d'extraordinaire, le terreau de feuilles. Et contrairement au compostage à chaud, qui est principalement stimulé par les bactéries et une décomposition rapide, le terreau de feuilles se forme lentement grâce aux champignons. C'est un processus plus discret, mais à bien des égards, il est encore plus puissant. Les champignons sont parmi les plus grands bâtisseurs du monde naturel. Leurs fins filaments blancs traversent la matière organique et le sol, liant les particules entre elles, améliorant la texture et aidant à créer cette structure sombre et grumeleuse que les jardiniers s'efforcent toujours d'obtenir. Cela importe d'autant plus si votre sol est lourd, collant ou compacté. L'activité fongique aide à ameublir ce type de terrain au fil du temps, non pas en le forçant, mais en y créant des passages. Et lorsque le terreau de feuilles est ajouté au massif, aux bordures ou aux contenants, il agit comme une éponge, aidant le sol à retenir l'humidité de manière beaucoup plus uniforme. En période de sécheresse, cela peut faire une différence énorme. Vos plantes subissent moins de stress, votre arrosage devient plus efficace et le sol reste plus frais et plus stable. Ce qui rend le terreau de feuilles si beau, c'est le peu d'effort qu'il vous demande. Vous ramassez les feuilles, vous les empilez dans un coin tranquille ou vous les placez dans un simple bac en grillage et vous laissez le temps faire le reste. La pluie, les champignons, l'air et la patience prennent le relais. Des mois plus tard, ou parfois 1 an ou 2 plus tard, ces feuilles sèches se transforment en une matière sombre et terreuse, douce au toucher et qui sent le sous-bois. C'est le signe de quelque chose de véritablement vivant. Et une fois que vous avez utilisé du terreau de feuilles, ne serait-ce qu'une fois, cela change votre vision de tout le jardin. Vous réalisez que la fertilité n'est pas quelque chose que vous devez continuer à acheter en sac. Elle tombe déjà du ciel, saison après saison. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas un jardin rempli de feuilles d'automne ou l'espace nécessaire pour les laisser se décomposer lentement. Donc, la question suivante est importante. Et si vous vivez en appartement ou si vous jardinez sur un balcon et que vous souhaitez tout de même transformer vos déchets quotidiens en un sol vivant et riche, c'est là que les jardiniers d'intérieur et ceux qui cultivent dans de petits espaces entrent véritablement en scène. Car même si vous n'avez pas d'arrière-cour, même si votre espace de culture n'est qu'un balcon, une fenêtre ensoleillée ou quelques bacs devant la porte de la cuisine, vous pouvez toujours créer de la fertilité chez vous. L'un des moyens les plus astucieux pour y parvenir est une méthode appelée bokashi. Le bokashi fonctionne différemment du compostage auquel la plupart des gens sont habitués. Au lieu de laisser les restes de nourriture pourrir dans un tas ouvert, cette méthode les fait fermenter à l'intérieur d'un récipient scellé à l'aide de micro-organismes bénéfiques. Cette différence est capitale. La fermentation est plus rapide, plus propre et beaucoup plus facile à gérer dans les espaces de vie restreints. Elle vous permet également de traiter des restes alimentaires que les systèmes de compostage classiques ont souvent du mal à gérer, notamment les aliments cuits, les produits laitiers et de petites quantités de viande. Pour les personnes vivant en appartement ou dans des habitations urbaines, cela ouvre tout un monde de possibilités. Le processus en lui-même est simple. À mesure que vous collectez vos restes de nourriture, vous les placez dans un seau hermétique et saupoudrez du son de bokashi sur chaque couche. Ce son contient la culture microbienne qui active la fermentation. Au cours des 2 semaines suivantes, les restes commencent à mariner plutôt qu'à se décomposer. Vous ne créez pas encore de compost fini. Ce que vous créez
est une matière prédigérée et microbiennement active que la vie du sol peut décomposer très rapidement une fois enterrée. Et c'est là que la magie opère vraiment. Au lieu de jeter ces matières fermentées, vous les utilisez pour construire ce que j'aime appeler une petite usine à terreau. Prenez un bac en plastique ou un bac de rangement. Ajoutez une couche de vieux terreau. Puis vos restes de bokashi. Puis encore du terreau par-dessus. Laissez-le dans un coin chaud sur un balcon ou n'importe quel endroit abrité où les microbes peuvent continuer à travailler. En quelques semaines seulement, les déchets alimentaires commencent à disparaître dans le sol, transformés par la vie microbienne en quelque chose de sombre, de fertile et plein de potentiel. Ce que je préfère dans cette méthode, c'est le sentiment d'autonomie qu'elle procure. Vos restes de cuisine cessent d'être des déchets. Votre vieux terreau cesse d'être un poids mort. Même dans un petit appartement, vous créez un cycle de renouveau. Vous fabriquez du sol, vous ne l'achetez pas. Et une fois que vous réalisez que la fertilité peut être cultivée dans un bac aussi sûrement que les tomates peuvent l'être dans un pot, vous commencez à comprendre quelque chose de plus grand. Un sol sain n'est pas une question d'espace. C'est une question de système. Il s'agit d'apprendre comment la vie nourrit la vie, que ce soit dans un grand potager ou dans le coin d'un balcon citadin. Et nous en venons maintenant à la question que tant de jardiniers attendent, en particulier ceux qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour remplir des bacs surélevés, avec du terreau en sac qui semble maintenant plat, sec et sans vie. Devez-vous tout déterrer et recommencer? Pas du tout. Dans la plupart des cas, ce qui manque à votre bac n'est ni l'espace ni le volume. C'est la biologie, c'est la communauté vivante qui transforme une matière ordinaire en un sol fertile et résilient. Et l'une des façons les plus fascinantes de réintroduire cette vie est ce que je considère comme une inoculation forestière. Pendant des générations, les cultivateurs expérimentés ont compris quelque chose que nous avons largement oublié. Le sol d'une forêt saine est l'un des meilleurs modèles de formation des sols sur Terre. Rien n'y est labouré, rien n'y est nourri de force. Les feuilles tombent, les racines poussent, les champignons se propagent, les organismes se nourrissent et année après année, le sol devient plus riche, plus sombre, plus meuble et plus vivant. C'est ce modèle que nous voulons emprunter. Une petite quantité de terre forestière saine peut agir comme un ferment pour un bac de jardin en difficulté. Juste sous une couche meuble de feuilles sèches dans une zone naturelle intacte, on trouve souvent une matière sombre et grumeleuse, pleine de vie microbienne et d'activité fongique. Lorsqu'un peu de cette biologie est introduite à la surface d'un bac surélevé, cela peut aider à reconnecter ce bac à la logique plus large de la nature. Soudain, le sol n'est plus là comme un produit isolé. Il recommence à fonctionner davantage comme un système vivant. Et c'est la partie qui m'émerveille encore. Dans quelque chose d'aussi petit qu'une poignée de terre saine, il peut y avoir un monde extraordinaire de vie, déjà à l'œuvre. Bactéries, filaments fongiques, décomposeurs microscopiques et d'innombrables interactions que nous ne voyons jamais. Une fois que ces relations vivantes commencent à se propager dans un bac qui était autrefois stérile ou épuisé, le changement peut être étonnamment rapide. La texture s'améliore. La matière organique commence à se décomposer différemment. L'humidité se maintient de façon plus uniforme. Les plantes réagissent par une croissance plus forte et plus régulière. C'est comme si le bac se réveillait enfin. Ce qui rend cette idée si puissante, c'est qu'elle nous rappelle que nous n'avons pas toujours besoin de plus de produits. Parfois, nous avons besoin de plus de vie. Nous devons cesser de traiter le sol comme un récipient vide et commencer à le traiter comme une communauté. Et une fois que l'on a compris cela, on commence à voir que la création d'un sol est bien plus qu'une simple amélioration du jardin.
Cela change votre façon de concevoir votre rôle dans le monde naturel lui-même. Car en fin de compte, il s'agit de bien plus que d'économiser de l'argent sur le terreau ou de trouver une façon plus intelligente de remplir un bac surélevé. Quand nous arrêtons d'acheter de la terre morte et que nous commençons à construire du sol, nous sortons d'un cycle qui nous apprend à consommer d'abord et à comprendre plus tard. Nous commençons à revenir à quelque chose de plus ancien, de plus calme et de bien plus significatif. Nous commençons à participer. C'est l'une des leçons les plus profondes que le jardinage puisse offrir. Le sol n'est jamais seulement de la terre. C'est la mémoire, la transformation, la décomposition, le renouveau et la patience. Tout cela en même temps. Chaque seau de compost, chaque couche de paillis, chaque poignée de terreau de feuilles, chaque ver travaillant invisiblement sous la surface fait partie d'un échange vivant. Et quand nous apprenons à soutenir cet échange au lieu de l'interrompre, quelque chose change non seulement dans le jardin, mais aussi en nous. J'ai vu cela maintes et maintes fois au fil des ans. Les gens commencent à jardiner parce qu'ils veulent de meilleurs légumes, des plantes d'intérieur plus saines ou un plus bel espace devant leurs fenêtres. Mais quelque part en chemin, ils découvrent quelque chose de plus grand. Ils découvrent que travailler le sol apaise l'esprit. Cela enseigne l'observation. Cela enseigne l'humilité. Cela nous apprend que la vie ne réagit pas bien à la force, mais qu'elle répond magnifiquement aux soins. Il y a quelque chose de profondément guérisseur à ramener une terre morte à la vie. Regarder un sol dur s'assouplir. Voir les vers revenir. Regarder un endroit qui semblait autrefois vide se remettre à bourdonner de croissance. Dans ce processus, de nombreux jardiniers réalisent qu'ils sont eux aussi restaurés. Pas d'une manière instantanée ou spectaculaire, mais tranquillement, saison après saison, de la même manière que le sol guérit, par de petits gestes répétés avec patience. Et c'est peut-être pour cela que c'est si important. Créer votre propre sol vous apprend que les déchets sont rarement des déchets. Cela vous apprend que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on achète tout fait. C'est quelque chose que l'on construit par l'attention, par la confiance dans les processus naturels et par la volonté de travailler avec le temps, au lieu de toujours essayer de le devancer. Plus nous comprenons cela, plus nous voyons clairement que nous ne sommes pas séparés de la terre sous nos pieds. Nous y sommes liés. Et quand nous en prenons bien soin, elle nous rend ce soin d'une manière qui va bien au-delà de la récolte. Alors maintenant, je veux vous laisser sur une question. Après tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, qu'allez-vous construire avec le sol sous vos pieds? Peut-être êtes-vous prêt à monter un nouveau bac en couche et à essayer la méthode des lasagnes pour la première fois. Peut-être êtes-vous inspiré pour sauver votre vieux terreau et lui redonner vie. Peut-être allez-vous commencer à ramasser les feuilles d'automne, à mettre en place un système bokashi simple, ou à regarder vos restes de cuisine d'une manière totalement différente. Quelle que soit votre prochaine étape, j'espère que cela vous a aidé à voir le sol différemment. Non pas comme quelque chose de mort contenu dans un sac en plastique, mais comme quelque chose de vivant, qui peut être renouvelé, soutenu et cultivé là où vous êtes. Et une fois que vous avez compris cela, le jardinage devient plus qu'un passe-temps. Cela devient une façon de voir le monde. Si cela vous a inspiré, dites-moi dans les commentaires quelle méthode vous voulez essayer en premier. J'aimerais sincèrement savoir ce que vous construisez dans votre propre jardin, sur votre balcon ou autour de votre maison. Si cette histoire a changé votre regard sur le sol sous vos pieds ou sur les déchets dans votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous mettons au jour la sagesse naturelle et l'histoire qu'ils ont tenté d'enfouir. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Notre prochain trésor de connaissances sera bientôt dévoilé. Aimez cette vidéo
et partagez-la avec un autre jardinier pour nous aider à faire grandir cette communauté. Continuez à cultiver, continuez à apprendre et je vous retrouve dans la prochaine.